Nous allons sans tarder démarrer la session Jeunes orateurs et je vais donc laisser la parole au docteur Delphine Lay qui va nous parler d'épidémiologie de la nutrition artificielle à domicile. Bonjour, je remercie le comité organisateur de me donner l'opportunité de présenter ce travail portant sur l'épidémiologie de la nutrition artificielle à domicile chez l'enfant en France. Les études épidémiologiques concernant la nutrition artificielle à domicile ont été rendues possibles avec l'évolution du cadre législatif en 2009 pour la nutrition entérale à domicile et en 2014 pour la nutrition parentérale à domicile, définissant la prise en charge de la nutrition artificielle par l'assurance maladie sur la base de forfaits d'installation et de suivi. Les données épidémiologiques concernant la nutrition artificielle à domicile chez l'enfant en France correspondaient toutefois jusqu'à présent à des estimations peu précises. Une étude réalisée à partir des données de l'assurance maladie de 10 régions de France en 2012 estimait que 6 000 enfants environ âgés de moins de 15 ans nécessitaient une nutrition entérale à domicile. Ces données ne concernaient que 41% de la population totale de moins de 15 ans en France, montraient d'importantes disparités interrégionales et se limitaient à la nutrition entérale à domicile. L'objectif de ce nouveau travail était de déterminer l'incidence et la prévalence de la nutrition entérale à domicile et de la nutrition parentérale à domicile chez l'enfant âgé de moins de 15 ans en France et de déterminer les types de pathologies à l'origine de la nutrition artificielle à domicile. Pour cela, il était demandé aux directions régionales du service médical de l'assurance maladie d'extraire de leur base de données d'une part le nombre d'enfants âgés de moins de 15 ans ayant débuté une nutrition artificielle à domicile en 2017 et d'autre part le nombre d'enfants âgés de moins de 15 ans ayant une nutrition artificielle à domicile en 2017. Ces données étaient collectées à l'aide des codes LPP, des forfaits d'installation et des forfaits hebdomadaires de suivi pour la nutrition entérale et la nutrition parentérale à domicile. Ces données étaient rapportées à la population cible qui représentait 92% de la population totale de moins de 15 ans en France. Ces données étaient enfin croisées avec le fichier des affections de longue durée de l'assurance maladie afin de déterminer la répartition des indications de nutrition artificielle à domicile chez l'enfant. En 2017, 5 755 enfants âgés de moins de 15 ans avaient une nutrition entérale à domicile. La moitié étaient des garçons, 43% avaient moins de 5 ans. L'incidence annuelle de la nutrition entérale à domicile chez l'enfant de moins de 15 ans en France en 2017 était de 13,5 pour 100 000 habitants. Chez les garçons comme chez les filles, l'incidence de la nutrition entérale à domicile était plus élevée chez les 0-4 ans par rapport à la tranche d'âge des 5-14 ans. La prévalence annuelle de la nutrition entérale à domicile chez l'enfant de moins de 15 ans en France était de 51,9 pour 100 000 habitants en 2017. Chez les garçons comme chez les filles, la prévalence de la nutrition entérale à domicile était plus élevée chez les 0-4 ans par rapport à la tranche d'âge des 5-14 ans. Pour l'ensemble de la population d'enfants âgés de moins de 15 ans, les affections neurologiques et les ALD hors liste représentaient l'essentiel des indications de nutrition entérale à domicile. Les autres indications étaient les insuffisances d'organes pour 16%, les maladies héréditaires du métabolisme pour 12%, les affections cancérologiques pour 7%, et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin pour 4%. Les pathologies à l'origine de la nutrition entérale à domicile étaient variables selon la tranche d'âge. Les ALD hors liste prédominaient chez les enfants de moins de 4 ans.
Ces ALD hors liste comprenaient des pathologies digestives et des pathologies liées à la prématurité, dont le retard de croissance staturopondérale. Les affections neurologiques étaient quant à elles les principales indications de la nutrition entérale à domicile chez l'enfant âgé de 5 à 15 ans. En 2017, 285 enfants âgés de moins de 15 ans avaient une nutrition parentérale à domicile. La moitié étaient des garçons, 46% avaient moins de 5 ans. L'incidence annuelle de la nutrition parentérale à domicile chez l'enfant de moins de 15 ans était de 0,7 pour 100 000 habitants en 2017. L'incidence était plus élevée chez les 0-4 ans par rapport à la tranche d'âge des 5-14 ans. La prévalence annuelle de la nutrition parentérale à domicile chez l'enfant de moins de 15 ans était de 2,6 pour 100 000 habitants en 2017. La prévalence était plus élevée chez les 0-4 ans par rapport aux 5-14 ans. Les nutritions parentérales à domicile de longue durée prédominaient pour la population totale. La prévalence annuelle était de 0,4 pour 100 000 habitants pour les nutritions parentérales à domicile de moins de 12 semaines, contre 2,1 pour 100 000 habitants pour les nutritions parentérales à domicile de plus de 12 semaines. La nutrition parentérale à domicile de longue durée était plus fréquente chez les moins de 5 ans et chez les enfants âgés de 5 à 15 ans. Les ALD hors liste représentaient 80% des indications de nutrition parentérale à domicile. La fréquence exacte des autres affections n'était pas fournie par l'assurance maladie car elle concernait trop peu de patients, exposant au risque d'une perte d'anonymat pour ces patients. En conclusion, il s'agit de la première étude nationale rapportant des données épidémiologiques fiables et exhaustives sur la nutrition artificielle à domicile chez l'enfant en France. Sur l'ensemble de la population française d'enfants âgés de moins de 15 ans, le nombre total d'enfants ayant nécessité une nutrition entérale à domicile en 2017 était de 5 755. Les indications étaient dominées par les affections neurologiques et les ALD hors liste. Le nombre total d'enfants ayant nécessité une nutrition parentérale à domicile en 2017 était de 285. Les indications de nutrition parentérale à domicile étaient pour 80% des ALD hors liste, comprenant essentiellement des pathologies digestives. Je vous remercie de votre attention. On va donc pouvoir passer aux questions. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce qu'il est possible d'avoir le détail ou pas des hors-listes quand on interroge l'assurance maladie, ou est-ce qu'ils peuvent simplement donner la catégorie dans laquelle l'enfant est ? Non, on ne peut pas avoir plus de détails sur la catégorie exacte, enfin la maladie exacte. On peut juste supposer que ces ALD hors liste regroupent essentiellement des maladies liées à la prématurité, des maladies intestinales notamment, ou un retard de croissance staturopondérale. Et juste, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui avait guidé le choix de 4 ans, comme pour dire en dessous de 4 ans, au-dessus de 4 ans. Qu'est-ce qui du coup a guidé votre choix au départ pour ce critère-là ? Alors, c'est les données antérieures, à la fois les données nationales et puis les données d'autres pays européens qui montraient que finalement 4 ans, c'était vraiment le cut-off en termes de fréquence de la nutrition ou parentérale même, avec une fréquence beaucoup importante chez les petits. D'accord, merci. Et j'ai une autre question qui me demande, est-ce qu'on aurait des éléments de comparaison dans la littérature avec d'autres pays sur la prévalence ou l'incidence des nutritions à domicile ?
Alors, c'est difficile de comparer les données avec les autres pays européens, d'une part parce que la définition utilisée pour la population pédiatrique n'est pas la même, que la réglementation de la nutrition artificielle à domicile n'est pas la même non plus. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que globalement, l'incidence et la prévalence de la nutrition entérale à domicile sont plus importantes en France par rapport aux autres pays européens, sauf pour les Pays-Bas où des données récentes montrent des taux à peu près similaires qu'en France. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante qui va être donnée par le docteur Sophie Courbage. Merci à vous. Qui va nous parler des variants hétérozygotes des gènes de la voie leptine-mélanocortine dans l'obésité. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Courbage, je travaille dans le service de nutrition et gastro-entérologie à l'hôpital Trousseau et je vais vous présenter les résultats de mon travail de Master 2, encadré par Béatrice Duberne et Christine Poitou, qui porte sur l'implication des variants hétérozygotes sur les gènes de la voie leptine-mélanocortine dans l'obésité sévère. Alors, la voie leptine-mélanocortine, c'est une voie clé du contrôle de la prise alimentaire. C'est une voie qui est située au niveau de l'hypothalamus et qui fait intervenir un certain nombre de gènes, notamment la leptine, donc une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux, le récepteur à la leptine, POMC pour propiomélanocortine, PCSK1, et enfin le gène MC4R à la fin de cette voie ici, qui lorsqu'il est activé entraîne une diminution de la prise alimentaire. Et lorsqu'il y a une mutation sur un de ces 5 gènes, on observe une augmentation de la prise alimentaire et ainsi une prise de poids pouvant aboutir au phénotype d'obésité. Alors autant les variants homozygotes sont très bien décrits dans la littérature, ils peuvent entraîner une obésité sévère à début précoce avec une impulsivité alimentaire, des anomalies endocriniennes. Et en fait, récemment, ce qui est intéressant, c'est qu'un traitement par agoniste de MC4R a été développé et a montré son efficacité en cas de mutation homozygote sur leptine récepteur et POMC, donc ici à la fin de cette voie. Et il a montré des résultats intéressants avec une perte de poids et une diminution de la sensation de faim. Pour les variants hétérozygotes, ils sont bien moins décrits dans la littérature, sauf pour le gène MC4R. Et donc, on peut se poser la question de la fréquence des variants, de leur fonctionnalité et du phénotype associé. La question finale étant, est-ce que les patients porteurs hétérozygotes pourraient être des candidats au traitement par agoniste MC4R? Donc les objectifs de notre travail étaient premièrement de déterminer la fréquence des variants sur les gènes leptine, leptine récepteur, POMC et PCSK1 dans une cohorte de sujets avec obésité sévère, de décrire le phénotype associé et de mettre en évidence une relation génotype-phénotype. Alors, on a étudié 1486 patients avec une obésité sévère, recrutés dans 76 centres principalement en France. L'ADN a été séquencé par Sanger sur au moins un des 4 gènes de la voie à la Pitié-Salpêtrière et il a été complété par un séquençage haut débit sur les autres gènes de la voie chez les sujets hétérozygotes. Donc finalement, tous les patients n'ont pas eu le séquençage de tous les gènes. On voit ici que le gène le plus souvent séquencé était le gène leptine récepteur chez plus de 1200 patients. Donc le premier résultat, la fréquence des variants homozygotes était de 1,7% dans cette cohorte de 1486 patients et la fréquence des variants hétérozygotes était de près de 7%. Enfin, lorsqu'on analyse d'un peu plus près la fonctionnalité des variants, on voit que cette fréquence est plutôt de l'ordre de 3,6% pour les variants dont la fonctionnalité a été prouvée in silico ou in vitro. Et alors, parmi ces sujets hétérozygotes identifiés, ces 100 patients, on observe que 12% de ces patients ont un deuxième variant hétérozygote sur un autre gène de la voie, comme on peut le voir sur le tableau ici que je n'ai pas détaillé. Enfin, deuxième objectif, l'objectif était donc de décrire le phénotype associé. Il a été recueilli chez des patients suivis dans des centres à PHP, Pitié-Salpêtrière pour les adultes, Trousseau-Robert-Debré, Bicêtre pour les enfants. Il a été décrit chez 16 sujets homozygotes et 60 sujets porteurs hétérozygotes. Alors, ce qu'on observe chez les adultes, lorsqu'on compare les sujets homozygotes et hétérozygotes, c'est premièrement que l'IMC des sujets hétérozygotes est quand même élevé à 53, mais significativement inférieur à celui des sujets homozygotes, et que, ce qui est intéressant, l'obésité débute avant l'âge de 6 ans dans quand même la moitié des cas chez les sujets hétérozygotes, et dans un quart des cas chez ces patients, on peut retrouver une anomalie endocrinienne
centrale. Chez les enfants, on voit quand même que l'obésité est assez sévère chez les patients porteurs hétérozygotes avec un Z-score de l'IMC à 6 et une obésité à début précoce dans quasiment tous les cas. Donc finalement, pas vraiment de différence sur la sévérité et la précocité de l'obésité chez les enfants. Enfin, un dernier objectif, on étudie la fonctionnalité des variants. Donc en fait, on a établi un score d'impact fonctionnel à partir d'un certain nombre de données de la littérature, des outils de prédiction in silico. Donc je ne vais pas détailler le score. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que à gauche ici, chez les sujets hétérozygotes, on voit en gris clair que les sujets porteurs de variants à impact fonctionnel élevé avaient un IMC significativement supérieur à celui des sujets porteurs de variants à impact fonctionnel moindre, donc impact fonctionnel léger, faible à modéré, ce qui montre en fait que l'IMC des patients est associé à la fonctionnalité du variant qu'ils portent. Deuxième résultat, concernant la relation génotype-phénotype, c'est que chez les patients porteurs de 2 variants hétérozygotes, ici au milieu, les patients ont un IMC significativement supérieur à celui des sujets porteurs d'un seul variant hétérozygote en noir, et on peut même dire que ces patients ayant 2 variants hétérozygotes ont un IMC similaire à celui des sujets homozygotes, ce qui suggère un effet cumulatif de 2 variants hétérozygotes sur la sévérité de l'obésité chez les adultes. Donc en conclusion, on a pu voir que la fréquence des variants sur l'épine récepteurs POMC et PCSK1 était quand même de l'ordre de 5%, ce qui est au-delà de ce qu'on attendait jusque-là, que le phénotype des sujets hétérozygotes peut être celui d'une obésité sévère à début précoce et en particulier chez l'enfant, avec des anomalies endocriniennes que l'on retrouve chez un quart des adultes tout de même, ce qui n'avait jamais été décrit jusque-là. On a pu mettre en évidence une relation génotype en montrant que la sévérité de l'obésité était en lien avec la fonctionnalité du variant chez les hétérozygotes, et puis en mettant en évidence un effet cumulatif de 2 variants hétérozygotes sur la sévérité de l'obésité. Donc pour terminer, finalement ces résultats suggèrent qu'il est important de rechercher une anomalie sur la volépine mélanocortine en cas d'obésité sévère et précoce, et finalement les sujets porteurs hétérozygotes pourraient être des candidats au traitement par agoniste de MC4R. Je vous remercie de votre attention. On va donc ouvrir aux questions. J'ai une première question sur le live qui demande: est-ce qu'il existe une puce NGS pour rechercher ces anomalies dans les obésités sévères? Effectivement, il y a une puce qui existe, qui est en train d'être mise au point, notamment la Pixie-Salpêtrière, dont les séquençages ont déjà débuté. Elle est encore un petit peu en cours d'ajustement, mais il y a une puce qui permet d'effectuer la recherche de nombreuses mutations sur différents gènes. Donc les 5 que j'ai cités, mais aussi d'autres gènes aussi impliqués dans les obésités précoces. Donc ça, c'est au laboratoire de la Pixie-Salpêtrière chez Joanne Le Bihan. Et du coup, pour quel type d'enfant vous préconiseriez cette puce? Parce que l'obésité, c'est fréquent. Et du coup, c'est quoi vos critères pour dire obésité sévère pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas spécialiste de l'obésité, par exemple? Alors, globalement, les critères vont être une obésité sévère, c'est-à-dire au moins 3 voire 4 DS. Et puis aussi une obésité précoce. On s'est rendu compte que c'était un critère assez important, la précocité de l'obésité, qui est souvent aussi, mais pas toujours, associée à la sévérité, mais une obésité globalement qui débute avant l'âge de 6 ans et encore plus si ça débute avant l'âge de 3 ans. Mais on a tendance maintenant à élargir un petit peu nos critères parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des formes hétérozygotes un peu moins sévères que les formes homozygotes. Donc on élargit davantage les critères. Très bien, merci. Et juste peut-être une dernière question rapide, qui est sur le live aussi, c'est comment se donne l'agoniste MC4R? Sous quelle forme? C'est une injection sous-cutanée à réaliser quotidiennement. Voilà, c'est par voie sous-cutanée. Bon, il y a quelques petits effets secondaires, qu'on surveille, mais voilà, c'est assez facile à faire. Mais bon, ça reste une injection quand même. On n'a pas de voie. La galénique est uniquement sous-cutanée. On n'a pas de voie orale. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on doit enchaîner.